Le thème de cette première table ronde, c'est comment la finance participative interagit-elle avec les villes et les territoires. Donc, bon, si on prend le sujet de manière tout à fait scolaire, ça soulève deux questions. En fait, est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus propices que d'autres au développement du crowdfunding ? Et si c'est le cas, comme on l'a vu tout à l'heure, pour quelles raisons ? Et quand on pense au territoire, je pense que ici, on ne va pas s'intéresser uniquement aux territoires nationaux, mais à des échelles plus locales. Et bien sûr, l'autre question, c'est dans quelle mesure le crowdfunding peut-il être un levier de développement pour les territoires. On reproche beaucoup à la finance traditionnelle de plus en plus d'être une finance hors sol, qui ne s'intéresse pas, enfin très éloignée des projets et des besoins locaux. Et donc le crowdfunding est porteur d'une promesse de mise en rapport entre une épargne locale et des projets locaux. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Asma, je fais partie du collectif WeShare. Je suis connecteur, donc ça veut dire membre actif d'un collectif de plus de 2000 membres. Donc, on est dans à peu près une vingtaine de pays dans le monde, dans la région MENA, donc je m'occupe particulièrement. Et les activités de WeShare, c'est, je dirais que, pour simplifier, en fait, on est un think tank autour de l'économie collaborative et aussi un incubateur de projets et d'idées pour construire une société collaborative. Je voulais effectivement intégrer cette logique de finance participative au service du territoire dans une vision un peu plus globale de réflexion, en fait, autour d'un territoire collaboratif. Donc nous, on a notamment développé une boîte à outils pour accompagner des territoires locaux qui s'appelle Sheritories à identifier des logiques collaboratives sur leur territoire et les accompagner donc pour réfléchir comment intégrer différentes initiatives et promouvoir différentes initiatives collaboratives localement. Pour nous, un territoire collaboratif, c'est un territoire qui intègre trois logiques, un territoire en partage, productif et territoire en commun. Ce qu'on entend par territoire en partage, c'est tout ce qui est autour de la consommation collaborative notamment. Donc un territoire, une ville ou une localité qui a beaucoup de... On le voit aujourd'hui avec les services comme l'autopartage, le vélo-partage, les espaces de coworking qui se multiplient de plus en plus aussi dans la région MENA. Les circuits courts alimentaires et le tourisme sont un petit peu les piliers aujourd'hui d'un territoire en partage qui utilise les plateformes pour créer plus de liens sociaux localement. Le deuxième axe, qui est un territoire productif, c'est un territoire où en fait on relocalise la production, notamment grâce à la fabrication distribuée, la fabrication numérique. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ce qui est Makerspace, Fab Lab, qui permettent en fait de relocaliser la production de biens matériels et physiques, hein, que ce soit des petits objets comme ou du mobilier, des chaises, des bureaux, etc., ou jusqu'à des maisons qui aujourd'hui peuvent être produites localement dans ces lieux qui sont des espaces de coworking en fait, où on trouve des machines de fabrication numérique, donc des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, qui permettent, donc encore une fois avec cette logique de global et local, d'avoir accès à des ressources et des plans en open source, qui sont conçus partout dans le monde, et puis de les produire localement pour un coût beaucoup plus faible. Et on a beaucoup de villes en fait qui intègrent cette logique de territoire productif, comme Barcelone, qui est très avancée et qui a pour avec son objectif Fab City d'être à 2020 complètement autosuffisante dans sa production d'énergie alimentaire, et donc qui développe pour ça, qui finance et soutient un Fab Lab par quartier sur de la production, donc l'énergie ou autre sujet. Et puis pour le dernier axe d'un territoire collaboratif, c'est un territoire en commun, et c'est là où on trouve la finance participative. Donc un territoire en commun, c'est un territoire qui intègre tous les citoyens et les organisations qui sont présentes dans sa gouvernance. Et donc le financement en est un pilier essentiel.
J'ai beaucoup de plaisir à être là. Je travaille avec ce Cambridge Center pour Alternative Finance qui cherche à comprendre tous les différents modèles de financement alternatif qui existent. Pour répondre aux questions spécifiques d'aujourd'hui, comme cela a déjà été dit en Europe, le Royaume-Uni représente à peu près 75% de toutes les opérations de financement alternatif dans le continent. Clairement, le Royaume-Uni fait quelque chose qui facilite, qui promeut ces nouveaux leviers de promotion de levée de fonds. L'un des aspects qui a été mentionné, c'est le cadre réglementaire qui est plutôt léger sur le financement en prêt et en capital. Il y a des incitations gouvernementales pour promouvoir l'investissement dans des PME et des startups. Il y a par exemple un dispositif d'investissement de finances d'amorce qui permet aux investisseurs d'avoir des réductions d'impôts jusqu'à 70% et il n'y a pas de taxe sur les plus-values si l'entreprise a de la réussite à l'avenir. Donc c'est un dispositif qui promeut les startups pour des entreprises plus matures qui veulent avoir des financements de 150 000 à 5 millions. Il y a un autre dispositif pour les investisseurs qui permet aux investisseurs d'avoir une réduction de 50% si l'entreprise n'est pas une réussite et encore une fois une exonération de l'impôt sur la plus-value. Et ce sont des dispositifs qui facilitent l'investissement dans des entreprises. L'année prochaine, le gouvernement va inclure les prêts peer-to-peer dans des dispositifs d'épargne qui sont exonérés d'impôts. Ce n'était pas le cas auparavant. À partir de l'année prochaine, cette exonération va encore être un levier de croissance dans ce secteur. Et le financement peer-to-peer et les financements peer-to-business, donc ces individus qui prêtent à d'autres individus ou individus qui prêtent à des entreprises, ça représente 80 à 90% du marché anglais et ça connaît une croissance très importante. Donc des initiatives publiques en abondement ou en cofinancement sont très importantes. Il y a également aussi un marché d'investissement privé. Comme je disais, le Royaume-Uni représente 75% du marché européen, mais il y a des disparités très importantes. Dans le nord du Royaume-Uni, dans l'Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, il y a beaucoup moins d'activités que ce qu'on voit à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Par le passé, j'ai travaillé pour Crowdcube, qui est l'une des plateformes leaders dans le financement en capital. 60-70% de l'activité est à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Quand je suis parti, j'ai mené une étude pour voir s'ils devaient établir des agences dans le nord d'Angleterre. Et c'était impressionnant. Moins de 2% des investissements ont été versés à des entreprises dans le nord de l'Angleterre. Donc, il est important de créer des fonds qui sont tournés vers des territoires, que ce soit en lien avec des collectivités locales ou par la création de fonds régionaux qui peuvent fonctionner à côté des investisseurs privés. Pourquoi Londres et le sud-est a cette performance si très forte, c'est qu'il y avait déjà un réseau très important de business angels et de capitaux risques. Dernier aspect, c'est la sensibilisation. Ces plateformes deviennent de plus en plus de succès. Il faut donc arriver à atteindre une masse critique où la dynamique s'entretient quasiment automatiquement. Nous espérons voir cela dans le nord de l'Angleterre dans les temps à venir. Nous avons vu, selon nos études, de l'activité qui se développe en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, dans les pays nordiques, en Espagne, mais dans le reste
l'est de l'Europe, c'est un mouvement qui commence à peine à émerger. Le crowdfunding s'inscrit dans une économie plus globale, je dirais plutôt collaborative que de partage, qui pose quelques soucis et quelques questions, notamment de partage des richesses et de modèles socio-économiques. Mais on est vraiment dans cette économie collaborative où finalement ce que permet le crowdfunding vis-à-vis des particuliers épargnants ou contributeurs, c'est la proximité, la transparence et la traçabilité. Je pense que ces trois notions-là sont fondamentales dans la finance participative. Et pour revenir sur la notion de proximité, là aussi, il faut qu'on redéfinisse la notion, et la notion de proximité. On ne parle plus de proximité territoriale ou géographique. Le crowdfunding réinvente une nouvelle forme de proximité qui est celle de la proximité entre le choix de l'épargnant et la destination finale de son argent. Quand je suis un contributeur en finance participative, je sais où va aller mon argent et je sais quel projet il va financer, quelle destination, comment il va être utilisé. Je pense que c'est cette proximité-là qui est extrêmement importante dans le crowdfunding, qu'on soit aux Zambèzes ou en Corrèze. Je lutte, moi, pas mal, je m'élève contre le fait qu'il faille drainer l'épargne locale sur des projets locaux. Non, au contraire, drainons l'épargne nationale sur des projets locaux, parce que si on reste sur le champ et au niveau du territoire et sur un territoire restreint, eh bien jamais on arrivera à drainer suffisamment d'épargne locale pour financer des projets et des besoins en fonds propres sur certaines startups qui peuvent être conséquents. On parlait tout à l'heure de troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, au sens de Rifkin, c'est celle de la révolution énergétique. Pour inventer des nouveaux modèles de production énergétique, on n'a pas juste besoin de 50 000 euros, on a besoin de montants importants, et c'est pas en Corrèze, probablement que l'épargne de Corrèze, qu'on va financer de la production éolienne. Donc il faut aller chercher l'épargne là où elle est, il faut y compris aller la chercher dans les territoires riches pour la réallouer, la réorienter sur des territoires moins riches en épargne, mais riches en projets. Et je pense que le crowdfunding permet de redistribuer ces cartes-là et de réallouer les richesses, et je pense que c'est une chance pour les territoires, justement, de s'affranchir des pseudo-frontières que les Français en aiment bien mettre autour de nos territoires. Pourquoi est-ce que la captation des investissements étrangers serait réservée à la finance traditionnelle, alors que le crowdfunding et les plateformes, par la dématérialisation qu'elles permettent, peuvent justement permettre d'aller capter de l'épargne internationale pour financer des projets français, territoriaux, locaux. Et donc là aussi, voyons plus large en France. Essayons de voir plus large pour drainer cette épargne et ces investisseurs étrangers pour soutenir et financer des projets français, d'autant plus que paradoxalement, on est un peu schizophrène en France parce qu'on a une politique publique depuis quelques années, et c'est très bien, extrêmement active pour financer, pour en tout cas faire émerger des startups. Donc ça, c'est très bien. Il y a des incubateurs dans tous les coins, il y a des accélérateurs partout. Mais en termes de financement, là, on est un peu plus timoré. Et donc, du coup, on a créé un engouement pour la création de start-up. Et malheureusement, au bout de quelques années, elles tombent vite sur un mur et elles se plantent parce qu'elles n'ont pas les sources de financement nécessaires et elles n'ont pas les marchés non plus pour se développer. Donc, on doit travailler non pas sur la chaîne de financement, mais sur la chaîne d'accompagnement de ces start-up, créer des écosystèmes. Et là, c'est de la responsabilité peut-être plutôt des territoires, de créer les écosystèmes favorables au développement de ces startups. Et les plateformes de crowdfunding sont les bienvenues et ont les moyens pour aller chercher les financements nécessaires au développement de ces projets. Alors, le deuxième aspect de la schizophrénie, notre régulation et notre réglementation a donné un vrai coup d'accélération en France au crowdfunding parce que c'est créateur de confiance vis-à-vis des particuliers. Aujourd'hui, on a un peu coincé les plateformes françaises parce que avec les deux statuts qui ont été édictés en octobre 2014, eh ben, on ne peut pas aller à l'étranger. Donc, on ne peut pas aller chercher de façon proactive les investisseurs étrangers pour les inviter à soutenir les startups françaises qui sont très créatives et qui inventent le monde de demain. Donc, il faut qu'on passe à l'étape d'après. Donc, les messages politiques et les encouragements politiques sont là. Les régulateurs sont beaucoup plus timorés et mettre un peu plus des bâtons dans les roues des plateformes. Mais c'est un autre débat. Voilà en gros ce que j'avais à dire. C'est très clair. Merci beaucoup. Oui. Et ça soulève plein de questions intéressantes parce que notamment, enfin, cet effet-là est aussi
encourage aussi les effets d'agglomération dont Kyrian parlait au début. Et donc, est-ce que effectivement l'épargne non corrézienne, est-ce que les projets corréziens vont réussir à attirer cette épargne du monde entier? C'est toute la question. Donc, avant peut-être de donner la parole à un acteur plus proche des pouvoirs publics, je voudrais peut-être enchaîner avec encore un acteur important du secteur en France, qui est Clément Boulet. Vous êtes directeur du développement de MangoPay, qui développe des solutions de paiement pour toutes sortes de places de marché, notamment des plateformes de crowdfunding, que ce soit de prêts comme Litchi ou plus large comme Ulule. Et donc, à ce titre, on peut dire que vous êtes vraiment au cœur de la relation entre l'épargnant et le porteur de projet, que vous en connaissez toutes les difficultés à la fois légales et techniques. Je pense que vous êtes notamment très sensible à ce problème de franchissement de frontières et d'internationalisation. Mais vous avez aussi un regard sur le développement local, donc je vous en prie. Allez. Super, merci. Alors, bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici. Effectivement, je partage beaucoup la vision de tout le monde à cette table ronde, c'est plutôt bon signe. Donc nous, on a monté Litchi.com en 2009, on fait un petit background pourquoi on est là aujourd'hui. Donc en montant Litchi.com, qui est une solution pour agréger de l'argent à plusieurs entre copains, ou pour des cadeaux communs par exemple, on s'est confronté directement à une problématique bancaire où les fintechs n'existaient pas à l'époque. Et donc, on a décidé de créer nous-mêmes notre propre solution, des vrais entrepreneurs. Et puis, au bout d'un an et demi, on a commencé à avoir des acteurs que tu as nommés, Sandra, qui sont Ulule ou MyMajor, qui sont venus nous voir en disant la techno est bonne, dès que vous avez une licence bancaire, parce qu'il faut des licences bancaires, on part avec vous. Et du coup, on a créé donc une entité pour avoir une licence bancaire européenne. C'est un vrai point important, l'Europe et le monde entier, mais il faut quand même commencer par un marché plutôt européen. Donc on a une licence qui s'appelle émetteur de monnaie électronique, qui est la même que PayPal, par exemple. En revanche, nous, on est une marque blanche et on ne la donne qu'à 3 types d'acteurs, qui sont l'économie collaborative, les plateformes de crowdfunding et les places de marché collaboratives. Donc là, on se retrouve effectivement sur 2 problématiques. La première, c'est une problématique technique. Bon, ça va intéresser personne aujourd'hui. En revanche, la problématique légale qui est derrière, c'est une problématique qu'on appelle d'encaissement par compte de tiers. C'est-à-dire que chaque plateforme ou chaque place de marché en Europe maintenant ne peut pas avoir les fonds des porteurs de projets, par exemple, ou des investisseurs, sur son compte en banque. Pour le risque classique, si elle tombe, qu'est-ce qui se passe ? Donc nous, on est là pour garantir ces fonds-là pendant les levées. Et donc voilà, maintenant on a 142 plateformes de crowdfunding en Europe. Donc nos marchés en fait sont un peu similaires à ce que disait Émilie tout à l'heure sur DCN. Nos marchés principaux sont la France bien sûr. Il faut parler de territoire. Le territoire second bien sûr pour un acteur du crowdfunding en Europe, c'est le UK. Donc on a ouvert effectivement une entité là-bas pour pouvoir accompagner les plateformes locales. Et après on ouvre Berlin. Donc finalement on est plutôt dans je suis plutôt rassuré, on est plutôt dans la bonne roadmap, qui sont en fait les 3 plus gros marchés, l'Allemagne, la France et le UK. En revanche, voilà, pour parler de territoire et pour parler effectivement de problématiques, je te rejoins totalement Stéphanie là-dessus. Drainons les capitaux, d'ailleurs que même localement, même nationalement, drainons des capitaux internationaux, drainons-les sur des projets locaux si besoin, ou des projets moins locaux pour justement les aider à aller chercher du financement. Nicolas, tu disais il y a une semaine qu'effectivement il y avait plus trop de Dev Valley en France. Moi, je partage un peu le ressenti. Maintenant, il faut continuer. Il faut qu'on continue encore et encore et encore à faire bouger les régulateurs, qui sont assez vieux jeux, on va être honnête, même si on les connaît très bien. En France, ils ont plutôt bien bougé. Il faut encore bouger les lignes de manière très forte pour qu'on ait une régulation non plus nationale, mais européenne, pour qu'un projet de Corrèze ou autre puisse avoir des financements qui viennent de toute l'Europe. Et plus tard, effectivement, du monde entier. Ok. Donc si je comprends bien, c'est plutôt la régulation européenne qui bloque. L'harmonisation d'avoir une réglementation qui permette l'intervention de lever des fonds dans tous les pays d'Europe. Exactement. En fait, c'est une régulation qu'on appelle pan-européenne, c'est un joli mot, qui bloque. Et bien sûr, il y a des pistes de réflexion. Et du coup, tous les think tanks, comme le WeShare,
comme France Finance Participative ou comme ICN sont justement là pour essayer de faire bouger les choses à un niveau européen. En revanche, c'est lourd et ça met du temps. Ok. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels la puissance publique est interpellée. Donc, bon, je suis désolée, Christophe Roux, vous êtes le seul représentant ici, puisque vous êtes au sein de BPI France, responsable de crédit dans la direction régionale PACA. Donc, je pense que je vous ai vu prendre beaucoup de notes et effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vous concernent. J'ai bien noté, par exemple, l'action de la British Business Bank au Royaume-Uni en direction du monde du crowdfunding qui devrait interpeller la BPI en France. Cela dit, la BPI s'intéresse et est attentive au développement du crowdfunding. Donc, voilà, ça serait intéressant que vous nous disiez comment vous l'intégrez dans vos pratiques et à quelles conditions vous pensez que ça peut être un levier de développement des territoires. Écoutez, merci de me donner la parole. Christophe Roux, je suis responsable crédit chez BPI France, l'un des seuls représentants du monde bancaire. En 2013, donc, on devient BPI France avec un actionnariat moitié État, moitié Caisse des dépôts et consignations, et on dit il faut qu'on fasse une approche vis-à-vis du crowdfunding. On n'a pas créé de plateforme en tant que telle, on a créé un site qui permet de fédérer un certain nombre de partenaires. Ces partenaires utilisent notre site comme une vitrine et proposent l'ensemble des projets à la place au travers du web, quoi. Je regardais hier soir, on avait 1400 offres de projets sur le site. Alors bon, ça ressemble un peu au Bon Coin. Pour faire le ménage et gérer cette offre, on a mis en place un moteur de recherche, un moteur qui permet de faire le tri et aux souscripteurs de choisir leur projet en fonction de la territorialité. Et on a cette possibilité en fonction du type de souscription, dont prêt ou equity, en fonction des montants aussi et du secteur d'activité. Ce site permet d'avoir aussi, alors je parle technique sur le site, il permet d'avoir aussi, c'est un observatoire du crowdfunding et il donne une statistique en temps réel sur les projets qui sont présentés sur le site. On sait par exemple que sur notre site, les 1400 qui sont chauds, enfin qui sont en cours de levée de fonds en ce moment, et les précédents, à peu près 15 000 projets qui sont passés sur le site, on avait 70 à 80% des projets qui étaient des projets dont le type de souscription était des dons, à peu près 20% de projets qui correspondaient à des levées sous forme de prêts et 10% sous forme d'equity. Avec des montants moyens de l'ordre de 3 000 € pour le don, 60 000 € pour les prêts, et 400 000 € pour ce qui est de l'equity. Donc ce qui est à l'ordre du jour, ce serait éventuellement, alors pour les sites qui gèrent de l'equity, de pouvoir donner, vous savez qu'on est établissement qui donnons une garantie, on garantit les prêts bancaires, on garantit à peu près tous les ans 100 000 opérations bancaires, et notamment des opérations de fonds propres, et on réfléchit en ce moment à la possibilité de garantir, je sais pas, peut-être Madame Savel pourra nous en parler, on réfléchit à la possibilité de garantir les opérations de fonds propres d'equity qui sont lancées par les fonds, ce qui serait un amortisseur de risque déjà pour les souscripteurs et pour les plateformes, quoi. Okay. Sinon, pour le point de vue du banquier, je trouve que les deux mondes. Alors mon métier, c'est de décider du dossier à longueur de journée, à peu près un petit millier d'opérations par an. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un monde relativement étanche entre le monde du crowdfunding et le monde de la banque. Et on entend peu parler de vous et c'est fort dommage, quoi. Le crowdfunding, il faut pas penser que le crowdfunding c'est une façon de lever, de boucler un plan de financement. Le crowdfunding doit être apprécié comme une façon d'être un levier sur le financement bancaire pour obtenir de la dette bancaire en plus des opérations de dons ou de prêts sur plateforme, quoi. Bon. Merci. Bon, maintenant, je vous propose qu'on décentre un peu plus résolument notre regard et qu'on se tourne vers des problématiques plus sud-méditerranéennes. Et pour ça, nous avons avec nous Andra Jacob, notamment, qui est chargée de projet au sein d'IVOS, qui est une ONG néerlandaise qui soutient de très nombreux projets à travers le monde et qui travaille, elle, plus spécifiquement avec le Moyen-Orient.
et qui a notamment soutenu une plateforme libanaise qui s'appelle Zoomal, dont le représentant aurait dû être avec nous aujourd'hui s'il n'avait pas eu des problèmes de visa. Mais vous, Andrea, vous allez pouvoir nous expliquer un peu mieux quelles sont, au fait, d'une manière peut-être plus large, quelles sont les initiatives dans ce domaine-là qui existent au Moyen-Orient. Thank you very much. Yes, and unfortunately. Merci beaucoup. Malheureusement, Zoomal n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Je lui ai demandé quelles sont les questions les plus importantes que vous voudriez que j'aborde aujourd'hui. Nous avons commencé notre collaboration en tant qu'organisation néerlandaise pour le développement en 2013 avec Zooma. Mes collègues cherchaient des moyens de soutenir des petits projets dans la région MENA. Ces projets, d'habitude, sont plus du type culturel ou créatif. Et nous avons trouvé ce jeune homme très, très passionné, plein d'énergie, qui venait du Liban, qui était en train de développer une plateforme de crowdfunding et qui voulait se concentrer sur les rémunérations, les contreparties. À l'époque, ils n'étaient pas encore en ligne, donc on était vraiment un des tout premiers investisseurs à les aider à se développer, à créer cette plateforme. Et je trouve qu'il a fait un très, très beau travail en très peu de temps, qui lui a permis de créer une plateforme qui a pour but de libérer la créativité libanaise. Il y a déjà d'autres plateformes qui sont plus basées sur les prises de participation, mais ce que nous avons fait depuis 2013 avec Zoomal, c'est que nous avons collaboré sur ce qu'on appelle des challenges, sur des défis. Donc, quand on a lancé l'appel à projets, on a reçu 200-300 projets qui nous ont été soumis. Et c'était incroyable de voir tous ces projets qui arrivaient d'Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, d'Algérie, de partout, d'Irak. Évidemment, il a fallu qu'on examine tous ces projets. Et un des grands défis, ça a été de faire une sélection parmi ces projets. Et ce que Zoomal essaye vraiment de parvenir à faire, c'est d'aider les porteurs de projets à bien définir leurs projets. Les gens pensent à l'extérieur de leur pays. Il peut s'agir même s'ils parlent français ou arabe, ils feront de leur mieux pour traduire leur travail en anglais, pour que d'autres gens puissent comprendre leur travail aussi. Et donc, un des aspects très intéressants qu'on a vu et dont Abdallah m'a parlé, c'est que 30% des financements viennent de la diaspora et de gens qui vivent hors du pays. Donc, le premier projet, c'était sur les femmes entrepreneurs. Il y a eu environ, on a financé 200 000 $ sur le projet au total. Et 20 000 ont été apportés par notre fonds. Donc, on a multiplié par 4 l'impact. Je pense qu'on fait vraiment une différence et que ces projets ont vraiment un impact qui permet aux gens aussi de se réunir autour d'un projet. Il y a besoin important de financement. Et le crowdfunding, en réalité, existe en Afrique depuis des siècles. Pourquoi ? Parce que la tontine, c'est un mode de financement normal où on apporte des capitaux pour un projet qu'on comprend ou qu'on croit comprendre, qui est porté par le village, la famille, la communauté. Et donc, il y a, à mon avis, un ferment extraordinaire pour développer des activités de crowdfunding sur ce continent. C'est pas parce qu'on est dans un monde nouveau qui bouge, et ça c'est fondamental, les gens veulent avoir du lien, ils le trouvent au travers du crowdfunding, mais il faut les sécuriser, donc il faut que ce soit des professionnels. Et je crois que Stéphanie a eu raison de dire, on n'est pas en professionnalisation, on est dans un monde qui doit être professionnel dès le départ, on ne peut pas bricoler, et quelque part, on doit être aussi sérieux que le monde de la finance, à qui on reproche peut-être son sérieux et sa cravate, mais qui a le mérite de sécuriser les transactions et qui subsistera quelle que soit l'évolution du crowdfunding. Alors en Afrique, il y a un besoin d'autant plus important que le monde bancaire, pour différentes raisons, a très peu de ressources de moyen long terme, donc ne finance pas les crédits d'équipement ou très peu, a des limitations sur sa capacité à prêter et où il y a un taux de bancarisation qui est très faible. Et comme il y a un taux de bancarisation très faible, il y a une opportunité fabuleuse, à la fois pour le monde des télécoms qui assure les paiements. Je pense que le crowdfunding va servir à lever des fonds pour les fonds d'investissement professionnels.
Je pense que, alors nous sommes, Xange est actionnaire de Smart Angel, est actionnaire de KissKissBankBank depuis le début. KissKissBankBank, on a mis 25 000 € avant que la société existe pour l'aider à évaluer les besoins juridiques, les problématiques juridiques. Donc, on a vu ce monde se créer, c'est un monde qui évolue, c'est un monde qui va évoluer énormément. Je pense que ça va aller peut-être plus vite sur le continent africain que ça n'a été chez nous. Alors, il y a un problème de régulation. Il va quand même falloir réguler, il va falloir s'assurer qu'on a des acteurs sérieux, mais je pense qu'il y a Orange notamment qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans le monde du paiement et du crowdfunding, et je pense que ça peut être un élément de stabilité dans un monde où il faudra s'assurer que l'argent est bien levé et va bien là où il est destiné à aller. Mon premier rôle de témoin au sens strict du terme, ce sera de relayer vos interpellations, vos interrogations, tout ce que vous avez, tout ce qui a déjà été versé au débat très riche ce matin. Le premier point sur lequel j'aimerais évidemment rebondir, c'est sur ce que notre collègue Stéphanie de Wizid nous a dit. Je ne peux pas être plus en accord avec sa vision des choses, c'est-à-dire que pour financer le local, il faut drainer des ressources au niveau national ou au niveau européen. Évidemment, c'est une dimension à laquelle on est particulièrement attentif à la Commission européenne. On travaille de façon un petit peu délicate, évidemment, avec les autorités de régulation européennes, bancaires et les marchés financiers, mais aussi avec les acteurs pour trouver le juste équilibre entre supprimer les obstacles au niveau européen sans non plus substituer au niveau les réglementations nationales qui dans certains cas sont considérées comme un petit peu trop restrictives, on l'a entendu, par quelque chose d'encore plus restrictif au niveau européen. Donc il faut trouver l'équilibre. On travaille par exemple avec un groupe d'experts de toute l'Europe que l'on a constitué en 2014 et qui continue de travailler sur la possibilité de mettre en place un label européen sur la transparence des différentes plateformes de crowdfunding dans toute l'Europe. Et ça déjà, ça peut permettre de se mettre d'accord sur certaines bases, certains éléments, et puis aussi communs au niveau européen, de poser des jalons vers effectivement une réglementation commune peut-être à un moment donné. Alors c'est vrai que le rythme d'évolution des réglementations est plus lent que le rythme extrêmement rapide, plus de 100% par an, de croissance du crowdfunding. Donc là, on a aussi ce problème effectivement. À Marseille, puisque je suis basé là, je sais qu'il existe des dispositifs qui ont pu être suscités, financés par des financements européens et publics nationaux ou locaux. Je pense par exemple à une jeune start-up que j'ai rencontrée il y a une dizaine de jours, et je salue Christian Ray parce que c'était chez lui à Marseille Innovation, Galou, qui est une jeune start-up qui propose une plateforme internet, y compris des services de crowdfunding, pour le monde associatif et pour le monde des collectivités locales et territoriales, avec évidemment au départ une connaissance forte du terrain du sud de la France. Donc il y a peut-être un rôle à jouer pour les acteurs territoriaux locaux, publics et privés, pour faire émerger ces acteurs qui permettront de développer le crowdfunding, pas simplement dans les grands centres urbains, Paris, Londres, etc., Berlin, mais de façon plus équilibrée sur le territoire national. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là, sur lequel je voudrais rebondir, j'étais aussi sensible bien sûr à ce que nos acteurs plus tournés vers le sud et l'Afrique en particulier ont pu dire, et j'étais frappé en particulier par le rôle des diasporas. Alors on a parlé de diaspora marseillaise, il y a aussi toutes les diasporas d'Afrique du Nord et de la Méditerranée qui ont sans doute un rôle à jouer dans ce domaine-là, et je crois que c'est aussi quelque chose à laquelle on doit réfléchir. Comment est-ce que le crowdfunding peut aider à donner un rôle productif aux diasporas dans les pays concernés. Voilà. Nous vous écoutons, monsieur. André Jeunet, je suis membre de Financement Participatif France et puis coprésident aussi de Financement Participatif en Méditerranée. Alors, je voulais m'élever contre l'éloge de la mondialisation par notre amie Stéphanie. Non, je pense qu'effectivement, elle a raison, il faut que les financements soient très ouverts et que les projets locaux soient financés de l'extérieur, mais il ne faut pas, à partir de ce constat-là, écarter l'importance du territoire. Le territoire est évidemment essentiel. La mondialisation, ça remet finalement l'animation territoriale en situation de responsabilité maximum. Les territoires qui s'empareront de ces nouveaux outils réussiront mieux.
On voit bien, d'ailleurs, on repère au niveau de financement participatif en France les expériences d'animation territoriale. Quand il y a une animation territoriale, il y a davantage de projets qui sont portés, qui vont sur les plateformes. Ces projets sont mieux financés et les professionnels du territoire connaissent mieux l'univers des plateformes. Je voudrais juste distinguer deux choses. Il faut, quand on parle de crowdfunding, le métier des plateformes, c'est de faire se rencontrer des projets qui sont en recherche de fonds et des particuliers qui veulent soutenir des projets. Donc il y a quand même deux approches différentes. Sur la partie projet, certes, il faut une implantation dans des écosystèmes, une insertion dans des écosystèmes locaux. Sur la collecte de l'épargne, le financement et les flux financiers, je pense que la dimension territoriale est beaucoup plus neutre. On a fait un bilan assez précis territorial chez WeSeed. WeSeed, c'est 55 000 membres dans la communauté, 84 projets financés depuis la création et pour un montant d'un peu plus de 32 millions d'euros. On a fait l'exercice sur 2015 de voir d'où venaient les flux et les souscriptions sur les projets. En gros, moins de 25% des souscriptions de chaque projet territorial viennent de souscripteurs locaux. Donc ça fait quand même une marge et heureusement du coup qu'on va chercher les 75% ailleurs que dans le territoire du projet parce que sinon le projet ne se financerait jamais. Donc il y a quand même besoin d'aller un peu plus finement dans l'analyse pour pas se tromper de combat et je crois effectivement que multiplier les plateformes locales comme vous le disiez, on a un besoin d'économie d'échelle malgré tout parce que les commissions qu'on facture sont faibles, on a besoin de faire vivre des modèles économiques pour rester professionnel et faire un travail de qualité mais aussi pouvoir collecter de l'épargne. Il faut qu'on passe à des échelles suffisantes pour pouvoir mobiliser suffisamment d'épargne pour financer des projets dans des conditions de sécurité pour les projets suffisants. Donc c'est plutôt cette adéquation qu'il est du ressort des territoires d'organiser au mieux. Oui, une autre question, je vois ici. Oui, bonjour. Je suis Paul Di Rosa, j'appartiens à une organisation de papis bénévoles qui s'appelle l'ECTI. La dynamique, si vous voulez, des institutions fait qu'à partir du moment où on crée une institution, on crée une concentration de pouvoir autour de cette institution. Et par définition, le crowdfunding, c'est tout le contraire, puisqu'en fait, c'est une dynamique de participative, qui vient, si vous voulez, sur des projets, sur en fait des illustrations de la vie courante et de la vie associative. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'était pas ma question, mais ma participation, si vous voulez. Merci, monsieur. Oui, alors je vois une main qui se tend désespérément. On va prendre votre question, monsieur, mais ce sera la dernière, parce qu'on a déjà un retard qui défie l'imagination. Merci beaucoup. Monsieur Zolami, moi je représente les industries créatives en Tunisie. Ça regroupe tous les studios de jeux vidéo, dessins animés. Donc on a à peu près 35 studios. Ma remarque, c'était de dire effectivement le crowdfunding peut être un espoir pour nous dans le sud de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que dans certaines industries, aujourd'hui je sais que j'ai mes amis banquiers ici tunisiens, mais on s'aperçoit, et j'ai des contacts avec le Maroc, avec pas mal d'autres pays de la rive sud, nos pays, nos gouvernants, nos banquiers ne comprennent pas ce que c'est cette industrie créative. C'est très très difficile de la faire financer. Et on s'aperçoit, donc on parlait tout à l'heure du cas de Zuma, c'est un exemple que j'ai donné à mes amis tunisiens pour pouvoir se faire financer. Parce que quand vous avez besoin d'une phase de démarrage de 25 000 à 30 000 euros pour faire un jeu vidéo, pour pouvoir faire un teaser dans le secteur de l'animation, donc ou même sur le mobile, c'est très très difficile parce que nos financiers ne comprennent pas cette industrie. Donc le crowdfunding, effectivement, on a essayé, il y a quelques cas qui ont encore marché, mais le problème, c'est qu'on est obligé d'aller sur des plateformes autres que les plateformes existantes dans nos pays, parce que l'accès aussi, et je pense qu'on l'a pas assez souligné, c'est que chez nous, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, tout le monde n'a pas la capacité d'avoir... Oui, entendre tous davantage et prendre aussi davantage de questions, mais bon, il y a des moments informels aussi dans cette journée qui vous permettront d'avoir davantage d'interaction avec les intervenants. Merci beaucoup à tous pour la qualité de vos interventions.